Nous avons également une lettre ouverte qu'un compatriote a écrit au président français Emmanuel Macron. Monsieur Jean-Claude Maïma, j'espère que vous le connaissez, c'est l'ancien rapporteur de la commission assassinat de la conférence nationale souveraine au Congo. Et des paragraphes, bien sûr, de cette lettre, je vais donc lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Voici ce qu'il dit. Nous interpellons la France du président Emmanuel Macron pour attirer l'attention de ces mercenaires et conseillers placés auprès du criminel Denis Sassou Nguesso, à savoir M. Jean-Paul Pigas, Jean-Yves Olivier, Jean-Yves Le Drian, etc. Ils sont nombreux. Et ces quelques sociétés multinationales françaises opérant au Congo-Brazzaville. Ma question, qu'est-ce qui peut expliquer le silence de la France dans tout ce qui est en train de se passer au Congo? Je parle ici beaucoup plus des crimes contre l'humanité. Abattre les humains en public, profaner les corps, les victimes, détruire les maisons d'habitation des familles des présumés bandits qui sont abattus à bout portant en public sans procès. Ça se serait passé ailleurs, la France aurait haussé le temps. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence de la France face à ces crimes odieux en plus? Au-delà où l'on a une histoire commune avec la France. Oui. C'est celle que je peux appeler, moi, la trahison de la France. Parce que il ne faut pas oublier que par le général de Gaulle, Brazzaville était la capitale de la France libre. C'est parce que la capitale de la France avait été transférée à Brazzaville que l'Allemagne n'a pas pu envahir la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par le général de Gaulle. Brazzaville est la mère des villes compagnons de la libération. Et après, il y a, après Brazzaville, qui est la mère des villes compagnons de la libération, il y a Paris, Nantes, Grenoble, Vassy-en-Vergor et l'île de Saint. Ça veut dire que sans Brazzaville, nous parlerons allemand. Ça veut dire que Brazzaville est même la ville. Oui, mais monsieur Modeste Boukati, moi je reviens sur la question, la candidature, bien sûr, sur la candidature de Denis Sassou Nguesso. C'est quand même bizarre parce que c'est vrai qu'il y a eu le 6e congrès du Parti congolais du travail qui a acté évidemment la candidature de Denis Sassou Nguesso à la prochaine présidentielle, donc de mars 2026. Non, 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 je Et vous très arrête, M. curieusement, Perrin. Je vous oui, arrête, s'il vous plaît. je vous en Le prie. 6e congrès n'a pas acté. Le 6e congrès a proposé. Oui, ils ont proposé, pour eux, Ils ont leur proposé la candidat candidature naturel, de c'est Denis Denis Sassou Sassou Nguesso Nguesso. et c'est lui-même qui doit prendre acte de cela. Mais il n'a pas encore pris acte. Oui, évidemment, c'est là que j'en venais pour dire, dès lors que, après bien sûr ce congrès, il s'est passé quand même beaucoup de jours, jusque-là, Denis Sassou Nguesso n'a pas encore voilà, annoncé sa candidature officiellement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette prudence? Est-ce cela présagerait une surprise qu'il ne se présente pas ou qu'il propose un autre candidat? À quoi ça vous fait penser? Pour moi, Denis Sassou Nguesso est déjà parti. Nous attendons qu'il annonce sa candidature et on verra. Je vous ai déjà dit ici que son départ était acté. Vous le Et maintenez? je vous ai redit également combien de temps le président Macron va-t-il le mettre sous cape pour qu'il reste là. Je sais qu'il a beaucoup d'entreprises françaises dans lesquelles il est actionnaire qui le soutiennent. Mais la géopolitique d'aujourd'hui ne tient plus compte des investissements qu'il a fait dans des entreprises françaises qui le poussent à ce qu'il soit candidat. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on redessine le monde. Et le Congo
Et dans cette dynamique du nouveau monde qui s'installe de par le monde. Donc, c'est ça ce qui compte. Ça veut dire que lorsque certains problèmes seront traités, on traitera le problème du Congo. Bonjour Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être encore avec nous sur R7. Vous êtes président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Les dates de la prochaine élection présidentielle au Congo-Brazzaville sont désormais connues. Elles ont été avancées au 12 et 15 mars 2026. Une annonce qui prend les Congolais au dépourvu puisque les médias annonçaient le 22 mars 2026. Qu'à cela ne tienne, ces dates ont été décidées par le régime PCT après avoir conduit ensemble des opérations préélectorales sans y associer les autres forces vives de la nation ni les partis de l'opposition. Donc on va encore assister à une élection présidentielle verrouillée par le PCT. Que peut-on attendre d'une telle élection, Monsieur Modeste Boukadia? Je ne sais pas si cela s'appelle élection. Je l'avais déjà exprimé une fois ici, dans vos émissions, que l'erreur de Denis Sassou Nguesso, c'est d'avoir voulu paraître comme un démocrate en mettant une constitution qu'il ne respecte pas, qu'il prend pour du papier de toilette, hein, où il va dans les toilettes, il s'essuie dessus. Donc, ce n'est pas une constitution. Et je suis étonné que des hommes politiques se bornent à se référer à ce document qui n'a aucune importance, qui n'a aucune légitimité. Et donc, son erreur, c'est d'avoir dupé ses partenaires occidentaux en disant que le Congo est un pays d'état de droit, Mais en il fallait mettant quand une même un constitution. texte fondamental qui régisse voilà, le fonctionnement, euh, disons les Il n'en activités. avait, il n'en avait pas besoin, M. Perrin. Il n'en avait pas besoin. Il suffisait qu'il dise, moi, Denis Sassou Nguesso, roi d'Oyo, j'impose la royauté au Congo. Et on n'en parle plus. On ferait l'économie des morts, hein, au lieu de nous distraire avec des textes institutionnels qui n'existent pas, qu'il ne respecte pas déjà lui-même. Et ce qui est encore plus grave, il se prétend être franc-maçon, c'est-à-dire qu'il doit avoir une règle de vie et de respect des hommes. Or, il n'a aucun respect des hommes. Donc, je ne sais pas s'il a pris au dépourvu les Congolais, je ne pense pas. Il se fait plaisir, puisque les Congolais n'existent pas pour lui. Si les Congolais existaient pour lui, avec autant de richesses que regorge le Congo-Brazzaville, sous-peuplé, moins de 5 millions d'habitants, un pays arrosé qui vit au milieu de l'eau, mais dont les populations manquent d'eau, qui a de cours d'eau et un ensoleillement, mais les populations manquent d'électricité. Donc, ils ne s'occupent pas des gens, ne s'occupent pas des Congolais. Ils s'en moquent éperdument. Donc, en réalité, il n'a pas surpris les Congolais. Oui, mais Il vit. Modeste Boukadia, pardon, pendant que Thierry Mongala fait cette annonce, c'est un conseil, je crois, un compte rendu du Conseil des ministres du 20 janvier 2026. Jusque-là, Denis Sassou Nguesso lui-même n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Ça vous dit? Oui, bien sûr, je note cela. Vous savez,
C'est ce qui me fait de la peine. Parce que Denis Sassou Nguesso avait les atouts de faire du Congo ce que le président Pascal Lissouba disait, une véritable, euh, un, un, un véritable pays qui ressemblerait à la Suisse. Il y a des talents au Congo. Il y a des intelligences au Congo. Mais, au-delà de ça, il s'est laissé envoûter dans une politique de division en laissant les intelligences, les expertises d'ailleurs. Et je puis dire que dans les annales de l'histoire, je ne sais même pas si on trouvera une seule ligne de ce qu'il a fait de positif au Congo. Pour l'instant, il y a un silence de lui-même, parce que moi je pensais que lorsqu'il y avait des élections présidentielles, il y avait des gens qui s'exprimaient, quoique moi-même, depuis toujours, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle au Congo. Parce que vu l'état de la pauvreté du Congo, un homme politique sensé, puisque on me dit souvent il faut régler le problème en Afrique. Si on voit en Afrique, le chef de l'État est le chef de famille. Si vous êtes chef de famille, vous n'allez pas aller danser quand dans votre propre maison, les gens sont incapables de manger. Vous n'êtes plus un chef de famille. Or, la famille congolaise est en train de mourir de faim. Il organise des élections et on ne sait même pas avec quoi il faut financer cela. Et dans un contexte où on est en train d'assassiner les jeunes sans procès, il y a, comme qui dirait, des lamentations un peu partout. Il y a même eu des marches des femmes congolaises qui dénoncent ces violations graves des droits humains, s'il faut le dire comme ça, et qui demandent justice pour les innocents, surtout pour les victimes innocentes. Et c'est dans cette période ou dans ce contexte qu'on veut organiser les élections présidentielles au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que je dis, ce qui est condamnable, c'est que cet homme-là est un franc-maçon. Et les francs-maçons du monde se taisent. Ça veut dire que la franc-maçonnerie est devenue synonyme du laisser-aller d'assassinat des peuples. J'avais cru comprendre que la franc-maçonnerie était là pour le progrès de l'humanité. Or, Denis Sassou Nguesso fait exactement le contraire de la discipline ou de l'objectif ou de la philosophie des francs-maçons. Mais tous les francs-maçons se taisent. Par contre, il encourage. Il encourage. C'est pour ça que je suis très, très triste, mais fort heureusement, il y a la résilience. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, au Congo, tout le monde parle de Topesa. Tout le monde veut que nous allions vers cette direction-là.
Oui, Il mais nous y Modeste Moukadia, arriverons. après cette annonce, les dates, bien sûr, fixées pour la présidentielle, la toute prochaine, bien sûr, donc les 12 et 15 mars prochains, vous pensez qu'un dialogue politique inclusif est encore à l'ordre du jour? Vous savez, il faut suivre la trajectoire d'un homme. Ce qui compte, c'est la trajectoire d'un homme. Je parle de Denis Sassou Nguesso parce que c'est lui qui est là, un président de fait. Mais ce que moi je propose, c'est au-delà de Denis Sassou Nguesso. Pour moi, Denis Sassou Nguesso est déjà parti. Nous attendons qu'il annonce sa candidature et on verra. Je vous ai déjà dit ici que son départ était acté. Vous le Et je maintenez? vous, et je vous ai redit également combien de temps le président Macron va-t-il le mettre sous cape pour qu'il reste là. Je sais qu'il a beaucoup d'entreprises françaises dans lesquelles il est actionnaire qui le soutiennent. Mais la géopolitique d'aujourd'hui ne tient plus compte des investissements qu'il a fait dans des entreprises françaises qui le poussent à ce qu'il soit candidat. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on redessine le monde. Et le Congo est dans cette dynamique du nouveau monde qui s'installe de par le monde. Donc, c'est ça ce qui compte. Ça veut dire que lorsque certains problèmes seront traités, on traitera le problème du Congo. Et donc, vous insistez que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté et vous avez même dit tout à l'heure, vous attendez qu'il annonce officiellement sa candidature et en vrai. Je Que faut-il dis, comprendre par là? je dis qu'il faut suivre la trajectoire d'un homme. Et je vous ai redit qu'à l'intérieur de tout le pays, tout le monde attend l'avènement de Topessa. Quand du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les populations les plus marginalisées, commencent à dire nous voulons Topessa, qu'est-ce que la tenue d'une élection présidentielle qui ne compte même pas, qui est un caprice d'enfant, hein, parce qu'il faut qu'il soit là. Et je rappelle que j'avais tendu la main à Denis Sassou Nguesso. Je lui avais dit, prends ma main, nous irons pêcher sur les rives de la Lima, en buvant de la bière, au besoin en jouant de la pétanque. Je lui offrais une sortie honorable. Il n'en a pas voulu. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des compatriotes qui soient du Nord et qui ont de la trempe de Jacques Opango. Ce dont on a besoin, c'est des compatriotes qui ont de la trempe de Simon-Pierre Kingungagot. Ce dont on a besoin, c'est des compatriotes qui ont la trempe de Félix Tchikaya pour que nous refassions la République du 28 novembre 1958 qui va nous conduire vers le nouveau Congo qui va se dessiner là. Il faut des personnalités fortes, pas des personnalités qui se couchent devant Denis Sassou Nguesso. C'est ça la République dont aujourd'hui le Congo a besoin, dont les Congolais ont besoin et dont les partenaires ont besoin. Oui, mais monsieur Modeste Boukadze, moi je reviens sur la question de la candidature, bien sûr, sur la candidature de Denis Sassou Nguesso. C'est quand même bizarre parce que c'est vrai qu'il y a eu le sixième congrès du Parti congolais du travail qui a acté évidemment la candidature de Denis Sassou Nguesso à la prochaine présidentielle, donc de mars 2026. Non, 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 je Et vous très arrête, M. curieusement, Perrin. Je vous oui, arrête, s'il vous plaît. je vous en Le prie. sixième congrès n'a pas acté. Le sixième congrès a proposé.
Oui, ils ont proposé, pour eux, Ils ont leur proposé la candidat candidature naturel, de c'est Denis Denis Sassou Sassou Nguesso Nguesso. et c'est lui-même qui doit prendre acte de cela. Mais il n'a pas encore pris acte. Oui, évidemment, c'est là que j'en venais pour dire, dès lors que, après bien sûr ce congrès, il s'est passé quand même beaucoup de jours, jusque-là, Denis Sassou Nguesso n'a pas encore voilà, annoncé sa candidature officiellement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette prudence? Est-ce cela présagerait une surprise qu'il ne se présente pas ou qu'il propose un autre candidat? À quoi ça vous fait penser, vous? Ou simplement parce qu'il hésiterait de se prononcer officiellement, je ne sais pas, pour les raisons que vous êtes en train d'évoquer là. En tout cas, moi, je souhaite pour le Congo. Je souhaite pour le Congo qu'il soit en adéquation avec ce qu'il a dit lors de la présentation des vœux aux ambassadeurs accrédités au Congo, en prononçant les paroles de l'apôtre de la paix véritable, en disant que le fondateur du christianisme, Jésus-Christ, avait dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand quelqu'un arrive à prononcer des paroles aussi sublimes, aussi profondes, teintées d'une sagesse tellement importante que faire encore le jeu de la mesquinerie politique ne cadre plus. Mais c'est sa nature, Monsieur Modeste Boukadia, personne ne l'ignore au Congo, c'est la nature de Denis Sassou Nguesso de prononcer P 24 sur 24, mais sur le terrain, c'est bien le contraire, c'est un partisan de la violence. Et là, nous avons vu, dernièrement, il a promis, comme vous l'avez dit, une élection apaisée, crédible, transparente, dans la paix, mais quelques jours seulement avaient suffi pour qu'on voie sa garde personnelle, la DGSP, dans le pool avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Vous continuez à croire à la parole de Denis Sassou Nguesso? Non, moi, je n'ai pas dit que je croyais à la parole de Denis Sassou Nguesso. J'ai dit ceci, Oui. je rappelais ce qu'il a dit. Parce que tout homme a des revers. Rien ne dit que sous l'onction du Dieu Tout-Puissant, puisqu'il a invoqué son Fils, qu'il puisse finalement se dire, c'est la rédemption. Donc, après tant de malheurs causés aux Congolais, je veux me mettre donc à disposition de que le Saint-Esprit l'habite. Ça aussi, c'est possible. C'est ça ce qu'on appelle le mystère. Peut-être que au moment où il a prononcé ça, euh, il ne s'attendait pas. C'est après que qu'il s'est rendu compte, mais je m'étais peut-être égaré. Hein. Vous voulez le prendre au sentiment, c'est ça? Non, je ne le prends pas au sentiment. Vous savez, je suis entier. Je suis entier. Je reste dans la perspective de ce que j'avais dit avant de connaître ma cellule. J'avais dit ceci que au sortir de cette maison d'arrêt, le Congo ne devrait plus connaître des prisonniers politiques, ni ne devrait plus connaître des exécutions sommaires à cause de la politique. C'est dans cette perspective que je suis. Et malheureusement, Vous il l'a savez, fait. quand Il y a des prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa. Il y a des exécutions sommaires, d'ailleurs, sans procès, malheureusement. Donc, tout votre souhait, ben, malheureusement, vous n'est pas savez, je ne suis devant pas vous. encore aux affaires. Vous savez quand même que je ne suis pas aux affaires.
Oui, vous me disiez sur ce même plateau que d'ici là, disons, bah, enfin, il n'y aura pas élection et que voilà, tout va changer. Et comme vous l'avez Et rappelé donc, d'ailleurs, que et donc, vous savez, je reviens à quelque chose d'essentiel. oui, Il faut toujours connaître la trajectoire d'un homme. En 2012, lorsque vous m'avez beaucoup interrogé, j'avais dit, mais si Denis Sassou Nguesso propose son fils, qu'est-ce que ferait l'opposition? Personne n'y croyait. Mais là, fort heureusement, son fils est plus ou moins hors jeu. Donc, rien de ce que je dis ne s'égare en cours de route. vous dites son fils est hors jeu. Vous ne pensez pas que sa prudence sur sa candidature peut réserver une surprise comme ça, où un matin, il pourrait donc surprendre les Congolais pour dire, bon, le candidat du PCT, ce sera son fils. Vous ne pensez pas que Où cela peut arriver? cela aurait été possible dans la mesure où son fils avait été élu secrétaire général du PCT et selon, je crois, les statuts de ce parti, c'est le patron du parti qui est immédiatement proposé donc candidat. Cela aurait été possible, oui, effectivement. Oui, ça, moi je le Peut-être. comprends, hein, Modeste Boukadia, mais c'est que tout le monde le sait, hein, l'élection présidentielle est individuelle. Oui, et alors? Comme quoi, on peut toujours proposer un candidat, même s'il n'est pas, voilà, euh, Non, je c'est pense pas que l'unanimité du. cette page est tournée. Ça, je crois que cette page est tournée. Par contre, la page qui n'est pas tournée, celle qui va se tourner, c'est celle de Denis Sassou Nguesso. Celle-là, c'est à l'étude comment on va la faire tourner dans la tranquillité. Parce que ce qui convient aujourd'hui, c'est tourner la page de Denis Sassou Nguesso euh, dans une quiétude. Pardon, Monsieur Boukadia, avant ou après mars qu'on va tourner la Parce page? que ce qui compte le plus, ce qui compte le plus, Oui. c'est pas le départ, c'est ce qui pourrait advenir après le départ. Or, nous devons tout faire pour que ce départ-là soit dans une certaine quiétude. Parce que vous et moi, nous savons, la planète entière sait que tout dictateur finit toujours par partir. Mais il y a une façon, soit par l'exil, soit par l'assassinat. Ça, c'est les annales de l'histoire le décrivent de la sorte. Donc, Denis Sassou Nguesso ne fera pas la, euh, Denis Tout ça, Sassou Nguesso étant un dictateur, oui. il est obligé de partir. Maintenant, c'est à lui de savoir de quelle manière va-t-il partir. Est-ce qu'on peut penser à un scénario à la Nicolas Maduro, c'est ça? Ça, je ne suis pas dans le secret. Moi, c'est que nous devons tout faire de telle sorte qu'il y ait de l'apaisement. Moi, j'appelle à l'apaisement. Vous appelez à la J'appelle, paix? Oui, allez-y, je vous en prie. j'appelle, j'appelle que dans la partie septentrionale, où les peurs sont en train de libérer la retenue, qu'il y ait un Jacques Opango qui prenne ma main pour que nous assaillions le pays. C'est ça ce qui compte aujourd'hui. Monsieur Modeste Boukadia, vous parlez de la paix, oui, comme d'ailleurs Denis Sassou Nguesso aime à le clamer, à qui voudrait l'entendre, mais plus personne n'est dupe, hein. Tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso c'est un partisan de la violence. Seules les armes comptent pour lui, et d'ailleurs il est dans la logique du pouvoir au bout du fusil. Et alors, vous avez suivi dernièrement ce qui s'est passé dans le département du Pôle. Je parle ici de l'opération qu'a voulu mener, je ne sais pas s'ils ont mené ça jusqu'au bout, par la DGSP, la garde présidentielle, la garde personnelle de Denis Sassou Nguesso. J'ai lu également une tribune que vous avez signée en l'intitulant Congo, quand l'armée cesse d'être républicaine, l'État disparaît. Alors, nous avons tous
assisté, nous avons vu ce qui s'est passé dans le département du Poul, ben, ça a commencé à Brazzaville, dans les autres villes, avec les assassinats, comme je le rappelais d'entrée de jeu. Mais là, quand ils ont franchi une autre étape, et celle d'aller affronter voilà, un département dont ils savent que ce département est un fief d'une milice tenue par le pasteur Ntoumi. Donc en y allant, ils savaient que cela allait créer des dégâts et nous avons tous vu, il y a eu des morts. D'accord. D'abord, dans un premier temps, quel commentaire cela vous inspire dès lors que la DGSP s'autorise d'aller opérer dans ce département où on sait qu'il y avait naturellement un danger. Il y a des hommes armés dans ce département. D'abord, je voudrais souligner que Serge Oboa a mis en évidence que l'armée, les forces armées du Congo n'étaient pas à la hauteur de juguler un de leurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Serge Oboa a montré que l'armée ne respecte même pas sa propre existence. Parce que l'existence d'une armée, de forces armées, n'est pas d'attaquer les civils. Les forces armées existent pour la protection du territoire. Et enfin, Serge Oboa a montré que son patron, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, est un véritable mercenaire. Parce qu'il est issu des forces démocratiques unies et des forces démocratiques patriotiques, qui est un groupe paramilitaire. Car en réalité, ce qu'a fait, soi-disant, le général Serge Oboa, il a montré que son patron, puisque c'était lui, c'était Denis Sassou Nguesso qui était le commandant en chef de FDU-FDP, que ce n'est pas un chef d'État, c'est un mercenaire. C'est Serge Oboa qui vient de le démontrer. Et il a montré en plus, en intimant aux responsables politiques et à la population de ne pas sortir. Celui qui n'est pas content, il doit rester dans la maison. Comme lui, c'était le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a décidé, c'est lui, il a tonné, donc tout le monde se met au garde à vous. Il s'est trompé d'époque. Et enfin, ce qu'il montre là, Serge Oboa, avec sa DGSP, et je signale que la DGSP peut ne pas exister, la sécurité d'un président de la République sera toujours garantie. Donc, c'est un superflu. Donc, la DGSP, de la manière dont il agit, Serge Oboa, est exactement comme la Gestapo qui avait contrôlé les forces armées allemandes. Donc, ce que fait Serge Oboa, il met au pas les forces armées congolaises. Serge Oboa n'a pas rendu service à son patron parce qu'il l'a mis à nu. Ou peut-être qu'il a fait avec l'aval de son patron, pourquoi pas. Il La a dit question que n'est ce pas que là. son patron lui a demandé de faire. Un officier, si je ne m'abuse, un officier n'est pas tenu d'obéir à des ordres qui permettent d'ôter la vie. Et alors, s'il a obéi, ça veut dire que dans les gènes de Serge Oboa, il y a un gène criminel. C'est ce que ça veut dire. Et là, malheureusement, bon, au Congo, nous n'avons pas de profiler.
pour déterminer exactement la nature profonde de Serge Oboa. Et in fine, je dis bien in fine, psychologiquement, puisque si, je dis bien, si c'est Denis Sassou Nguesso qui lui a donné cet ordre-là, in fine, voir la nature profonde criminelle de Denis Sassou Nguesso. Ça, Oui, c'est mais dans tous les psychologique. cas, Modeste Boukadia, nous savons évidemment, vous l'avez rappelé, aux ordres illégaux, nul n'est tenu d'obéir, tout le monde le sait. Et là, Serge Oboa est en train d'obéir, il continue d'obéir aux ordres illégaux, il est poursuivable et c'est un crime, dit la constitution congolaise, même si vous n'aimez pas qu'on parle de la constitution congolaise. Mais moi, je reviens sur ces événements, les derniers événements qui ont eu lieu dans le pool. Quelle analyse faites-vous de ces événements à quelques jours, il faut le dire comme ça, de la présidentielle qui est déjà annoncée pour les 12 et 15 mars 2026? Simple Déjà, coïncidence? je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Ce sont des crimes contre l'humanité. Oui, des crimes C'est-à-dire, contre l'humanité. Merci ce pour la sont des, précision. voilà, ce sont des crimes contre l'humanité, donc passibles De de poursuite toute au pénal, oui. de poursuite au niveau international. Ça, il faudrait que Serge Oboa le comprenne et que si l'armée, les forces armées congolaises existent bel et bien, ils doivent convoquer, ils doivent être traduits en cour martiale parce que c'est un militaire. Ceci étant, ce que vous évoquez, Oui, ces j'ai derniers actes écrit, dans le pool à quelques jours de l'élection présidentielle, une simple coïncidence? Opération? j'ai écrit aussi une tribune dans laquelle je disais, mais de part et d'autre, on dit qu'ils se sont des partenaires de paix. Hein? Ça, c'est la, 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 la définition, la dénomination qu'ils disent. Les accords en tant que partenaires de paix. Quand on est partenaire de paix, on fait tout pour qu'il n'y ait aucune perte de vies humaines, qu'il n'y ait pas de désordre. C'est ça la paix, qu'il n'y ait pas de désordre. Alors j'aurais bien voulu comprendre que, au lieu de dire que ils ont signé des accords en tant que partenaires de paix pour entretenir la paix, il fallait qu'ils disent, nous avons signé des accords pour détruire les vies. C'était beaucoup plus lisible. On comprendrait. Mais là, ce sont des partenaires de paix. Et des accords qui se mettent toujours en évidence quand il y a des scrutins électoraux. Alors on se dit, est-ce que ces accords-là sont véritablement des accords de paix ou des accords circonstanciels pour s'approprier l'élection? C'est ça aussi la question qui se pose. Quoi qu'il en soit, j'ai noté qu'il y a eu des morts, que ce soit du côté de la DGSP, que ce soit du côté de Frédéric Binsamou, mais personne n'a dit un mot sur ces morts-là. Personne. Ont-ils été enterrés? Ont-ils été décorés? Qu'est-il advenu aux familles de ces victimes, que ce soit d'un côté comme de l'autre? Il faut qu'on communique là-dessus. Hein? À la suite de ça, avec ces morts, quand on voit des mamans qui pleurent, est-ce qu'on peut avoir encore véritablement, même si on est cyniquement, politiquement cynique, d'aller aux élections et on va dire que nous avons été élus? Moi, je pense que lorsqu'à quelques jours euh, d'un scrutin électoral de cette ampleur telle que l'élection présidentielle, même si je n'y crois pas, il y a des attitudes qu'on doit avoir. Ce n'est pas comme ce que dit Isidore Mvouba, que c'est la faute à Frédéric Bensam. Mais
ce ne sont pas les hommes de Frédéric Binsamou qui se sont déportés dans la zone de la DGSP. Donc, en quoi Frédéric Binsamou est-il responsable? Parce que ce n'est pas lui qui est allé provoquer. C'est celui qui a envoyé ces éléments, c'est-à-dire la DGSP. Quoi qu'il en soit, c'est ça, il ne faut pas duper le peuple. Oui, Il faut évidemment. Déjà, être... là, il y a ce qu'on appellerait l'intention. L'acte a été intentionnel en envoyant, bien sûr, la DGSP dans le pool. L'acte est intentionnel. Et on a vu d'ailleurs les images, je ne sais pas si vous avez fait attention, lorsque vous regardez l'uniforme de ces jeunes de la DGSP, armés des machettes et des... J'ai même vu les haches. Donc des gens qui ont des armes de guerre avec les haches. Rien que l'image elle-même dit tout. Non, mais moi, ce que je note également, c'est que ces jeunes gens-là, donc sous la direction de la DGSP, c'est-à-dire de la Direction générale de la sécurité présidentielle de Denis Sassou Nguesso, eux-mêmes se disent que nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas des bérets noirs. Ça prouve bien que ce ne sont pas des éléments des forces armées congolaises, mais bien de la milice. C'est une milice. C'est pour ça que Serge Obowa, croyant rendre service à son patron, met en évidence que son patron est le patron des mercenaires, puisque même leurs propres éléments disent que nous ne sommes pas des militaires, mais ils ont des armes, ils ont des machettes, ils ont des haches. Ce sont les mercenaires qui sont équipés comme ça. Donc, à vouloir bien faire les choses, on montre exactement comment on est au fond de soi. C'est pour ça que je dis, cette opération entre partenaires de paix est une escroquerie pour éviter des débats lors des scrutins électoraux. Alors Modeste Boukadia, dans sa prise de parole, que condamnée d'ailleurs presque à l'unanimité par les Congolais, Serge Oboa est allé beaucoup plus loin jusqu'à menacer les femmes, les mamans des victimes innocentes, des enlèvements et des assassinats qu'il est en train d'entreprendre sous le label voilà, d'une opération de lutte contre le banditisme. Et tout le monde sait que dans tous les cas, il y a évidemment des victimes collatérales. Il y a toujours des abus. Et ces mamans qui ont marché, d'ailleurs que je vous proposais en image tout à l'heure, ne réclament que justice pour leurs enfants. Et Serge Oboa pense que si elles osaient encore marcher, elles subiront le même sort que leurs enfants. Je vous laisse d'abord écouter Serge Oboa et vous allez réagir ensuite. Vous les parents des innocents, revendiquez dans les parcelles. C'est dans la rue, la loi s'appliquera sur vous. Faites vos marches dans vos parcelles, tournez les parcelles avec les pancartes, déjà c'est pas à libérer. Dans la rue, nous allons vous traquer. Vous êtes des complices, des bandits, comme vos enfants. Nous tenons à vous le dire solennellement. Ceux dont nous allons interpeller subiront la force de la loi, sans état d'âme. Quel soit votre rang, votre qualité, vous formez enfants innocents. Gardez-les dans les maisons, les innocents. Modeste Boukadia, alors vous venez là de suivre Serge Oboa, qui d'ailleurs il commence par menacer, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, il menace toute la population congolaise, tout citoyen qui envisagerait contester les résultats donc du scrutin prochain, le scrutin présidentiel, tout opposant qui organisera évidemment une réunion politique chez lui, si le bruit sort et dérange les voisins, il appelle ça des nuisances sonores. Cet opposant, voilà, sera frappé par la force de la loi, comme il le dit. Il n'y a que lui pour expliquer cela. Et donc, vous l'avez aussi rappelé, si vous voulez bouder, boudez au fond de vous, au fond du cœur, mais si vous boudez dans la rue, vous serez frappé. Alors là, tout le monde s'est posé la question, en quelle qualité Serge Oboa pouvait-il tenir de telles menaces à l'encontre
de presque toute la population congolaise, lui qui est un soldat. Et donc, c'est en violation de l'article 205 de la Constitution qui voudrait que les forces publiques soient apolitiques. Alors là, il menace même les femmes, le sexe faible, comme on l'appelle ça. Je n'ai pas non plus pour mettre la femme au second plan, mais menacer les mamans des victimes qui sont aujourd'hui éprouvées, qui pleurent, qui ne font que crier, larmes aux yeux, nuit et jour, 24 heures sur 24. Il dit à ces femmes, ça sera sans état d'âme. Et je le dis avec force. Ce que fait Serge Oboa, c'est la honte, c'est une abomination. La DGSP agit exactement de la même manière que la Gestapo, qui, pour faire taire, et parce qu'il y avait une appartenance, agissait sans état d'âme. Ça veut dire que Serge Oboa se rend responsable de crimes contre l'humanité et d'indexation à une catégorie de gens. Et je rappelle également à Serge Oboa, comme il agit de la même manière que la Gestapo, il y a eu le tribunal de Nuremberg. J'espère que Serge Oboa a une maman. J'espère que Serge Oboa a une maman. Certainement, oui. Et que Serge Oboa a des enfants. Parce que ce que les gens oublient, ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale, on a poursuivi des parents qui ne savaient rien. Mais dès lors où on savait que leurs parents ont fait ceci, ils ont été poursuivis. Donc ce que fait Serge Oboa, il met en danger sa progéniture. J'espère que sa progéniture est consciente de ce que fait leurs parents. Et enfin, je redis de manière responsable que les officiers sont tenus à de la réserve dans le débat public. C'est pour ça qu'il me donne l'occasion de ce que je dis toujours, qu'un militaire ne peut pas faire de la politique. Parce qu'il n'a pas le sens de la mesure. Il est formaté pour qu'il obéisse, mais il n'est pas formaté pour qu'il analyse. Et là, Serge Oboa nous fait la démonstration, hélas, criante. Et on voit même, je ne sais même pas s'il a une formation, ce monsieur-là. S'il a une formation. Et il ne se rend pas compte qu'il entraîne dans ce sillage-là des grands officiers que j'ai connus. Aujourd'hui, dans la mémoire de tous les Congolais, tous les officiers sont comme Serge Oboa. C'est ça le drame. Imaginez ce que peuvent penser le monde entier qui voit ces images-là. Mais au Congo, c'est quoi ces armées-là? Voilà ce qui se dit. En réalité, Serge Oboa donne l'argument, consolé de l'argument que nous avons dit, qu'au Congo, ils ont braqué, ce sont des mercenaires qui ont braqué le Congo. Il donne l'argument, il le démontre. C'est pour ça que, plus que jamais, sans être, même si je suis bon chrétien,
sans penser à la divine, à la grâce divine. C'est que nous devons nous en sortir. Et pour s'en sortir, il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aller vers ce que Fulbert Yulu, Jacob Pango, Kikongangote, Félix Tchikaya ont réussi à faire. Parce que les moments aussi étaient durs, graves, affligeantes, douloureuses. Mais il y a eu des hommes qui se sont levés. Alors aujourd'hui, j'appelle à des Congolais qui ne se sont pas couchés devant Denis Sassou Nguesso. J'appelle les Congolais qui n'ont pas pris un centime de Denis Sassou Nguesso de se lever et qu'on construise le Congo. Voilà ce dont on a besoin aujourd'hui pour ne plus avoir des officiers comme Serge Oboa. Oui, mais pardon, Modeste Boukadia, qu'est-ce qui peut expliquer le mutisme des forces armées congolaises? J'entends là le ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée congolaise. Pourquoi sont-ils silencieux face à toutes ces violations? Écoutez, que voulez-vous que je vous réponde? Je ne suis pas un de leurs, donc je ne sais pas. Ou alors, vous me poussez à ce que je généralise. Moi, je dis que ce qu'a fait Serge Oboa, c'est-à-dire la DGSP, c'est ce que faisait la Gestapo. Vous savez que la Gestapo, quand elle était là, les forces armées allemandes n'agissaient pas. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso a donné tout le poids à la DGSP, mais par contre, il a maintenu qu'il y a un ministre de la Défense, il y a Un chef d'état-major général, il y a un tout directeur ça, de la c'est police, directeur de la gendarmerie, de tout, façade tout, alors. tout, tout ça, c'est ce que je disais au départ, c'est comme la Constitution, exactement la même chose. Je mets la Constitution et je m'en fais essuyer dans les toilettes. Donc pour lui, ces forces armées-là, ça n'a aucun sens. Sinon, si effectivement il y avait des forces armées, il y a suffisamment de motifs pour appréhender, pour mettre aux arrêts Serge Oboa. Si on ne le met pas aux arrêts, ça veut dire que la DGSP est au-dessus des forces armées et agit par conséquent comme la Gestapo. Ça c'est l'histoire. L'armée, vous savez, à un moment donné, lorsque l'armée allemande a pris le dessus, la guerre a changé de sens. Alors, Modeste Boukadia, évidemment, puisque nous parlons des crimes contre l'humanité, vous les avez d'ailleurs bien définis, nous avons également une lettre ouverte qu'un compatriote a écrit au président français Emmanuel Macron, Monsieur Jean-Claude Maïma, j'espère que vous le connaissez, c'est l'ancien rapporteur de la commission assassinat de la conférence nationale souveraine au Congo. Et des paragraphes, bien sûr, de cette lettre, je vais donc lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Voici ce qu'il dit. Nous interpellons la France du président Emmanuel Macron pour attirer l'attention de ces mercenaires et conseillers placés auprès du criminel Denis Sassou Nguesso, à savoir M. Jean-Paul Pigas, Jean-Yves Olivier, Jean-Yves Le Drian, etc. Ils sont nombreux. Et ces quelques sociétés multinationales françaises opérant au Congo-Brazzaville. Ma question, qu'est-ce qui peut expliquer le silence de la France dans tout ce qui est en train de se passer au Congo? Je parle ici beaucoup plus des crimes contre l'humanité. Abattre les humains en public, profaner les corps, les victimes, détruire les maisons d'habitation des familles des présumés bandits qui sont abattus à bout portant en public sans procès.
Ça se serait passé ailleurs, la France aurait haussé le temps. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence de la France face à ces crimes odieux en plus? Au-delà où l'on a une histoire commune avec la France. Oui. C'est celle que je peux appeler, moi, la trahison de la France. Parce que, il ne faut pas oublier que par le général de Gaulle, Brazzaville était la capitale de la France libre. C'est parce que la capitale de la France avait été transférée à Brazzaville que l'Allemagne n'a pas pu envahir la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par le général de Gaulle. Brazzaville est la mère des villes compagnons de la libération. Et après, il y a, après Brazzaville, qui est la mère des villes compagnons de la libération, il y a Paris, Nantes, Grenoble, Vassy-en-Vergor et l'île de Saint. Ça veut dire que sans Brazzaville, nous parlerons allemand. Ça veut dire que Brazzaville est même la ville qui a permis la liberté dans le monde. À l'époque où François Mitterrand était le président, j'avais écrit au ministère de la Culture de faire de Brazzaville qu'il soit protégé par l'UNESCO en tant que ville de la liberté du monde. C'est ce qui m'avait permis, lorsque le président Jacques Chirac est arrivé au pouvoir, d'organiser la première messe en l'église du soldat, c'est-à-dire aux Invalides, présidée par l'évêque et l'abbé Dominique Kimbimbo, à la mémoire de tous les Noirs morts pour la France. Donc, laisser Brazzaville à l'abandon parce que il y a des intérêts, des ressources, alors qu'on tue de manière délibérée ceux qui s'étaient portés volontaires. C'était des engagés volontaires. Les citoyens congolais, c'était des engagés volontaires. Chez les militaires, quand on dit que c'était un envoyé, c'était un engagé volontaire, ça a un sens. Malheureusement, en France, il n'y a plus de gens qui connaissent l'histoire. Ce sont des gens qui font la politique pour leur retraite. En France, on ne fait plus la politique pour la grandeur de la France, pour l'avenir de la France dans le monde. Ils font la politique pour les affaires. Et c'est cette politique-là de ne pas avoir vu que l'Afrique s'émancipait qui est en train de se jouer contre la France. On a vu l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, pour la France, il ne reste pas grand-chose. Il reste peut-être le Congo. Hein? Bon, on a échappé. Il y a le Bénin qui a failli partir. Hein? Il y a le Bénin qui a failli partir. Il y a eu également, ils ont voulu reconquérir le Centrafrique, mais ça a échoué. Donc, il ne reste que Brazzaville. Hein? Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'ils se disent, mais si ça sous-tombait, est-ce qu'on serait toujours au Congo? Alors que dans la langue française, il est dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier.
tous les politiques français ont misé sur Denis Sassou Nguesso. Ils ont pris les autres responsables politiques comme oh, mais non, ça c'est une montagne. Mais ils ont oublié que on casse la montagne avec de la dynamite. Donc Sassou n'est pas forcément éternel. C'est pour ça que cette lettre ouverte adressée par M. Jean-Claude Mahima, qui est un grand cadre du Congo, qui a travaillé avec Henri Lopez, avec Jean-Pierre Chissel Chekaya, à l'éducation nationale. C'est un cadre de l'éducation nationale qui a été en même temps représentant de l'opposition auprès de l'Union européenne. Quand un homme de cette intelligence, de cet acabit, écrit, c'est que trop c'est trop. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un aussi, pardon de vous couper comme ça, c'est quelqu'un qui connaît très bien Denis Sassou Nguesso, je l'ai rappelé, hein, c'est quand même l'ancien rapporteur de la commission assassinat de la conférence nationale. Et vous savez qu'il existe un acte de la conférence nationale 284, oui, 284, qui rend Denis Sassou Nguesso responsable de plus de 3000 assassinats politiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale. Et donc, normalement, Denis Sassou Nguesso devrait répondre de tous ces actes criminels. Et un autre paragraphe, et c'est par là probablement que nous allons terminer, un autre paragraphe de cette lettre dit, je vais citer, « Depuis le 8 janvier 2026, le sang a recommencé à couler au Congo. Sassou Nguesso a encore versé le sang des Congolais. Il est un récidiviste. Le mode opératoire de se protéger de la France néo-fasciste est très bien connu. Créer un incident pour justifier les massacres humains des innocents qui ne demandent qu'à vivre en paix. » C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister avec l'opération de la DGSP. Écoutez, moi j'avais attiré sur votre chaîne l'attention de Madame l'ambassadeur de France au Congo Claire Baudelini, oui. Quand elle est allée se promener à Dolisie, alors qu'on était en train d'assassiner des gens à côté. Elle n'avait rien dit. Alors que c'est le rôle d'une représentation de tirer l'attention. C'est pour ça que je pense que la France, qui a beaucoup d'ennuis aujourd'hui, j'espère qu'elle ne va pas vivre ce que nous vivons, ce que nous avons vécu. Parce que là, avec l'administration Trump, c'est peut-être une colonisation de la France que l'administration française, l'administration américaine veut faire. C'est pour ça que la France est en train de se débattre. Mais au moins, elle comprend ce que c'est que coloniser les gens. Hein? C'est pour ça, je crois que nous arriverons à trouver un terrain d'entente pour une coopération qui nous permette de rétablir les très bonnes relations que nous avions avec la France. Nous ne sommes pas, il n'y a pas d'antagonisme avec le peuple français. Ce sont ceux qui ont ignoré l'histoire de Brazzaville dans la libération de la France. Parce que le général Leclerc est parti de chez nous, de Brazzaville. Même si on l'a cantonné quelque part. Mais les troupes étaient venues de là-bas. Les troupes qui ont libéré Paris, pour lesquelles le général de Gaulle a dit Paris saccagé, Paris vilipendé, Paris mais Paris libéré.
c'est par les troupes du général Leclerc qui venait du Congo-Brazzaville. C'est pour ça que je dis, quand le président Macron dit que l'Afrique est égoïste, non, c'est la France qui nous a trahis. La France a trahi l'Afrique. Et j'espère que les choses vont se mettre en place pour que nous puissions rattraper ces relations qu'il y a eu entre le peuple français et le peuple africain, pour que le monde mouvant qui se prépare devant nous, que chacun s'y retrouve. C'est de ça. C'est pour ça que Topessa est la voie par laquelle la restauration de l'État doit se faire. C'est par Topessa que nous devons arriver à l'union nationale. C'est par Topessa que des vrais hommes politiques doivent s'exprimer et non ce qu'on entend il va y avoir une table ronde, mais une table ronde pour quoi faire? Hein, Monsieur Perra? À l'époque, quand j'étais reçu à l'Union européenne avec des Congolais et qu'on devait mettre à l'ordre du jour dans l'agenda du Conseil de sécurité la conférence internationale sur le Congo, l'Union européenne nous avait demandé de mettre en place une table ronde. J'avais demandé aux régions, aux représentants des régions, de mettre en place des cahiers de charges pour savoir que voulait chaque région. On m'a traité de complice de Denis Sassou Nguesso parce que je voulais préserver Denis Sassou Nguesso. Hein? Et il voulait qu'on enferme Denis Sassou Nguesso. J'avais dit non. Il n'est pas question de le mettre en prison. Ça, c'est le problème des Congolais, pas le problème de quelques-uns. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la restauration de l'État et des institutions. Et aujourd'hui, j'entends tout ce qu'ils ont fait, ils m'ont condamné, ils proposent ça aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était Bougadia qui proposait ça, c'était mauvais. Bon, mais ce qui compte, ce sont les résultats, dans tous les cas. Que ce soit organisé par X ou Y, ce qui compte, c'est de sauver le Congo et non sauver un soldat. Monsieur Modeste Boukadia, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous laisser la minute qui nous reste pour conclure, mais aussi, nous savons que l'élection présidentielle aura lieu donc en mars. Les dates ont été déjà fixées, le 12 pour l'élection anticipée des forces de l'ordre et le 15 pour toute la population congolaise. Mais nous avons dit tout à l'heure, même Denis Sassou Nguesso ne s'est pas encore prononcé officiellement candidat à cette élection. Il y a eu d'autres candidats de l'opposition, il faut appeler ça comme ça, qui jusqu'aujourd'hui maintiennent évidemment certainement leur candidature. Alors pour conclure, certainement que vous avez un commentaire à faire sur tous ces candidats qui ont opté à aller à cette élection, l'État. Vous savez, bon, que voulez-vous que je vous dise? Que qui se ressemblent s'assemblent. Donc, ceux qui veulent aller à cette, entre guillemets, élection, qui n'est qu'une comédie. Une élection presque verrouillée, puisque il n'y a pas de possibilité. Parce que je dis souvent, même Dieu Tout-Puissant, omniscient, omnipotent, se présentait, Denis Sassou Nguesso lui dira, c'est moi qui ai gagné. Hein. Donc, tous ces gens qui veulent aller à ces élections, ce sont des gens qui sont du PCT. Sinon, que devraient-ils faire concrètement, surtout pour ceux qui se sont déjà prononcés candidats à cette élection? Telles que les choses vont là, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Écoutez, je ne sais même pas s'ils vont faire les meetings, puisque Serge Boa leur a dit, faites les meetings dans vos maisons. Mais s'ils font les meetings dans les maisons, les militants vont venir, ça va faire du bruit. Alors, devraient-ils renoncer à leur candidature et opter pour une résistance, pourquoi pas, et voilà, ou un boycott, c'est ça?
Monsieur Perrin, qu'il boycotte, qu'il participe, les jeux sont faits. Moi, ce que je vois, c'est demain, parce que c'est demain qui compte. Demain, il faut qu'il y ait des partenaires avec lesquels nous devons construire le Congo nouveau qui nous appelle. Il faut avoir parfois cette audace-là de tourner la page. Tel que, personnellement, j'ai tourné la page de Denis Sassou Nguesso. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens dont il disposait, que ce soit intellectuel, psychologique, tout ce que vous voulez. Il a échoué. Il nous a montré le mauvais côté de la gestion par un seul parti pendant plus de 50 ans. Et le résultat d'une politique menée par une seule personne pendant 42 ans. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est essentiellement des hommes audacieux, des hommes et des femmes audacieux. À l'image de nos pères fondateurs, je ne cesserai de le dire, Fulbert Yulu, Jacob Pango, Kikongangot, Félix Tchikaya. Je tends la main à ces gens-là pour que nous mettons en place le nouveau Congo. Il est là, le nouveau Congo. Il suffit seulement qu'on le veuille. Et le vouloir, c'est aller vers Topesa. Monsieur Perrin, je vous garantis, si aujourd'hui tout le monde se dit nous allons chez Topesa, il n'y aura pas d'élection demain. Mais le peuple est prêt. Est-ce que ceux qui peuvent parler au peuple sont-ils prêts? Je suis prêt. J'ouvre mes mains, je tends ma main, même à ceux qui me disent je ne peux pas m'asseoir avec lui. Moi, je leur tends la main. Venez, nous allons construire le pays, nous allons reconstruire la nation, nous allons mettre en place la République par la restauration de l'État. Et ça, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un slogan, c'est ce que nous allons réaliser. Merci, Monsieur Modeste Boukadia. C'était encore un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau, mais ce n'est que voilà normal et les bonnes choses, comme qu'il dirait, les vraies choses vont devoir commencer bientôt là. Je crois que dans les QG politiques, les quartiers généraux des politiques, ça s'agite déjà. Bref, on va tous assister à ce qui va se passer. Où va donc le Congo? Eh ben, nous serons d'ici là dans quelques jours. Merci encore d'avoir donc été avec nous. C'est Surtout, moi qui vous remercie, M. Perrin. je vous en prie, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Encouragez-nous à aller beaucoup plus loin en cliquant sur le petit pouce en l'air, commentez, partagez. C'est des petits gestes comme ça que nous voulons de vous pour nous soutenir. En tout cas, grand merci de votre attention et on se retrouve très prochainement. Merci.